Oui, c'est bon. Alors, je cherche ma collègue Charlotte. Si vous l'avez vue. Elle a un badge avec écrit Charlotte Roturo dessus. Installez-vous. Hein. Oui, oui, monsieur. Vous cherchez vos parents ? Swap them over.
2. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. On vous propose de se lancer, de commencer. Sinon, c'est foutu, quoi. Ouais. Merci d'être là, hein, tous. Donc on va commencer la plénière. Très facile à animer. Il n'y a pratiquement personne, donc c'est cool. On est serein. Voilà, on est serein. Tout va bien. Donc on est hyper content déjà que NEC ait eu lieu. Donc on tenait à vous remercier. À remercier tous les gens qui ont participé aux contributions. Il y en a eu 106. Plus tous ceux qui se sont inscrits. On est 500 par jour. Je fais les chiffres. Et on fait les remerciements dès le départ. On voulait remercier Stérolux pour l'accompagnement convivial et professionnel. L'école d'architecture de Nantes aussi pour ce qui va se passer cet après-midi et demain. Ainsi que le département pour son soutien pour cet événement, la région Pays de la Loire, Nantes Métropole. Voilà. Ainsi que nos compatriotes de l'Agence du numérique, Société numérique et de la Mednum. Qui sont à l'initiative de cette rencontre aujourd'hui. Voilà, on a dit merci à tout le monde. On ne va pas faire très long, enfin, on va essayer. Il va y avoir plein de choses stratégiques, politiques qui vont être partagées avec vous. Nous, on voulait juste rappeler, mais c'est un peu l'ADN de Pink, c'est une rencontre, un temps de croisement, d'échange pour faire connaissance. Donc gardez ça en tête, faites en sorte de faire du réseau. C'est l'occasion de revoir aussi ceux que vous connaissez depuis un moment. J'en ai fait le constat pour ma part, donc voilà, profitez-en. Et puis, comme nous, on aime bien que les gens fassent connaissance, on vous propose de faire l'appel. Et comme ça, ça va bien se passer. Alors, quand on vous appelle, merci de répondre présent. Donc, du coup, de Maud Alanic. Très bien. Harmonie Altigné. Ah, Harmonie n'est pas là. Christophe April. Mais les A sont souvent absents, j'ai remarqué. Ah oui. Bon, il n'y en a que 3, ça va. Frédéric Bardot. Je l'ai vu. Oui, bonjour Frédéric. Muriel Barnéou. Bon, allez, on arrête la blague. Hein. Oh. On arrête la blague, et puis il y a des gens qui parlent bien mieux que nous. On va les inviter à venir sur scène. Et pour vous accueillir, c'est Madame la maire de Nantes et de la métropole qu'on invite sur scène à venir vous accueillir. Merci, bonjour à chacune et à chacun. Monsieur le ministre, cher Mounir, ravi de vous accueillir à nouveau à Nantes. Mesdames et messieurs les députés, madame la préfète, monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le représentant du département, cher David, mesdames et messieurs, chers amis, chers acteurs locaux et nationaux du numérique. C'est évidemment un grand plaisir de vous accueillir ici à Stéréolux. J'en profite vraiment pour adresser un salut très amical à Eric Boistard et toute son équipe, parce que beaucoup d'élus le savent ici, c'est une vraie chance d'avoir au cœur d'une grande ville un équipement de qualité, une équipe qui répond toujours présente pour des manifestations de cette envergure. Donc merci de savoir au quotidien accompagner ce type de projet. Nous sommes absolument ravis que Nantes ait été choisie pour évoquer les sujets que nous allons partager aujourd'hui. D'abord parce que, vous le savez, nous faisons partie de ces territoires engagés sur ces questions, mais parce que nous avons aussi la conviction qu'il faut y mettre des couleurs, des valeurs. La transition numérique, je crois qu'elle interroge d'abord nos modes de vie, que le digital est venu bouleverser nos sociétés, et qu'on ne peut pas se contenter d'être spectateur de ce sujet. Alors oui, à Nantes, on est très engagé sur le champ du numérique. En plus, cette année est pour nous une multiple date anniversaire. 1 an du CityLab, décidé que la ville peut être un terrain grandeur nature d'expérimentation. 10 ans du Web Today, vous aviez eu l'occasion, monsieur le ministre, de découvrir ce bel événement. 5 ans de la labellisation Nantech, avec depuis le début de la démarche Nantech, 5000 emplois à la clé, créés, prouvés. Et puis 5 ans de la Nantes Digital Week, parce qu'à Nantes, on pense qu'il faut aussi débattre, réfléchir, croiser nos regards, échanger nos points de vue, y compris quand ils sont divers sur ces sujets. Donc pour nous, accueillir ces débats,
ces temps de partage, ces temps d'échange, ça a vraiment du sens. J'échangeais tout à l'heure avec quelques acteurs locaux et vous me permettrez de leur adresser un salut tout particulier et de les remercier chaleureusement pour ce qu'ils font tout au long de l'année. Et je leur disais finalement, quand on parle de la transition numérique, quels sont les plus gros risques d'inégalité? Est-ce que ce sont les inégalités de génération? On parle souvent du rapport des seniors au numérique. Je crois qu'il y a aussi des choses qui bougent dans le domaine. Est-ce que ce sont les inégalités de genre? Quand on parle de l'emploi dans le numérique, oui, mesdames, messieurs, la question du combat pour l'égalité homme-femme doit continuer à être menée. Est-ce qu'on parle des inégalités de territoire? Et là, je voudrais partager avec vous une petite vigilance. Quand j'échange avec mes collègues présidents d'autres métropoles ou avec des élus des départements, des régions, et je salue toutes celles et tous ceux qui sont ici, il y a parfois une petite musique en France qui vise à opposer les territoires urbains et les territoires ruraux. Comme si tous les territoires urbains étaient riches et comme si tous les territoires ruraux étaient pauvres. Je crois d'abord que ce n'est pas la réalité, parce que moi je connais plein de territoires ruraux qui sont pleins de capacités, plein d'innovation, plein d'inventivité, et que ce n'est pas non plus la réalité, parce que nos grandes métropoles, elles concentrent aussi des vraies poches de précarité, des vraies poches de pauvreté, et que ça, il ne faut jamais l'oublier. Et je l'évoque ce matin parce que je crois que dans le cadre de la démarche qui est aujourd'hui menée pour lutter contre la fracture numérique, on doit avoir la même attention pour un jeune d'un quartier dit politique de la ville ou pour un jeune d'un territoire dit rural. Parce que souvent, ces jeunes ont le même sentiment de relégation, la même interrogation de savoir s'ils continuent de faire partie de l'aventure collective, de savoir s'ils continuent de faire partie de la promesse républicaine. Et je crois véritablement qu'autour des enjeux de médiation numérique se jouent des choses qui dépassent largement le cadre de l'appréhension, de la familiarisation avec les outils numériques. Je crois que la question derrière cette démarche, c'est à qui on donne une place sur ces sujets. Alors aujourd'hui, je crois que tout le monde a le mot à la bouche, inclusion numérique, inclusion numérique, inclusion numérique. Le dire, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Et moi, je voudrais saluer les organisateurs de la journée. Alors, ils me disaient que ça fait à peu près 4 mois qu'ils ne font que ça, n'est-ce pas, Julien, l'ensemble de l'équipe de Ping et toutes celles et ceux qui ont été associés au projet. Et il y a derrière cela un engagement de longue date. Les acteurs du médiation numérique en France, c'est pour certains d'entre vous plus de 10 ans de travail. Plus de 10 ans parfois à frapper à un certain nombre de portes. Certains d'entre vous m'ont parfois dit plus de 10 ans à se sentir de temps en temps assez isolé. Aujourd'hui, on le voit, ce temps-là est terminé. La mise en réseau, elle fonctionne, elle doit fonctionner encore davantage. Il y a des caps de passé, il y a des questions qui restent. Celle de la formation des médiateurs numériques en est une. Et puis, il y a des vrais débats presque éthiques. Quelqu'un disait tout à l'heure, quand on accompagne quelqu'un dans le fait de remplir son formulaire à la CAF, je prends cet exemple très concret, qui est responsable à la fin de la démarche d'appuyer sur le bouton? Est-ce que c'est le citoyen ou est-ce que c'est le médiateur? Eh bien, derrière, ce n'est pas du tout une question technique. C'est une question de responsabilité individuelle. C'est une question d'émancipation individuelle. Et je crois que ces sujets méritent d'être débattus. Alors à Nantes, on a un cap clair, avec une ambition forte et assumée sur ce sujet. Des objectifs nets. Le premier, c'est évidemment tout le travail d'accès aux droits. Le second, c'est tout ce qui concerne l'accès à l'emploi. Des initiatives existent partout en France. Je crois qu'il faut aujourd'hui les regarder, les évaluer et leur permettre, dans un certain nombre de situations, de changer d'échelle. Une méthode locale qui nous est chère, qui m'est chère. La capacité à fédérer, la capacité à travailler ensemble, la capacité à croiser nos regards, y compris quand nous avons des désaccords. Et je crois que la grande famille locale du numérique a, année après année, su tisser ces liens, ce qui fait qu'il y a un écosystème agile en réseau qui fonctionne, si je le dis en mode tribune intervention de journée. Et puis, si je le dis de manière plus concrète, on l'évoquait aussi tout à l'heure, eh bien quelqu'un peut venir à Médiagraphe, une asso locale qui fait un boulot formidable, et être envoyé à Alice 44 parce que la diversité de ce réseau, elle se met d'abord au service des citoyens. Je voudrais, pour ne pas être trop longue, attirer votre attention sur 2 projets concrets, parce que je crois que c'est d'abord par les projets qu'on donne à voir de nos couleurs, de nos valeurs, de nos convictions.
et puis qu'on regarde aussi ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que moi, je nous invite dans cette journée à partager nos enthousiasmes, nos avancées, mais aussi nos questions et nos limites. En France, on a parfois cette tendance à ne montrer que ce qui fonctionne. Moi, je crois qu'on doit regarder aussi là où il y a des écueils si on veut passer des caps, changer d'échelle, aller plus loin, aller plus vite et faire demain, tous ensemble, encore mieux. Ces deux projets, le premier, on l'appelle notre adhésion aux bibliothèques numériques de référence. Je ne vais pas le détailler, mais je l'évoque d'abord parce qu'il dit l'affection des Nantais pour la culture. Vous êtes ici dans une salle de culture. Je vous invite à prendre un petit moment dans vos 2 journées pour découvrir par exemple notre fabuleux musée d'art ou tout simplement pour vous faire surprendre par un éléphant géant que vous croiserez peut-être au sortir de cette salle, ne soyez pas surpris. C'est aussi ça Nantes, ce pas de côté, ce grain de folie qu'on aime bien cultiver. Et notre travail sur la bibliothèque numérique de référence, elle permet non seulement cette logique de médiation culturelle, mais elle permet de découvrir et la culture et le digital. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est un travail qu'on a mené autour de ce qu'on a d'abord appelé le coffre-fort numérique. Comment les gens qui sont dans la plus grande précarité, les gens qui sont à la rue par exemple, ont une question très concrète liée à leur propre sécurité personnelle. Comment je mets mes papiers à l'abri? Comment je protège ce qui fait partie de mon identité? Eh bien nos services, et je veux saluer la capacité du service public qui est capable d'être force d'innovation, et celles et ceux qui dans la salle ont travaillé à la mutation de la collectivité que je dirige sur ces sujets, je voudrais ce matin très chaleureusement les saluer. Ça a été la première étape, un coffre-fort numérique spécifiquement adressé à ces personnes vulnérables. Aujourd'hui, elles sont rentrées dans le droit commun parce que c'est l'ensemble de nos démarches de e-service qu'on a revisité. Ça dit 2 choses, de nos valeurs, de nos couleurs, de nos convictions, une attention permanente aux plus précaires, mais en même temps une exigence du droit commun, parce que le droit commun, c'est la dignité des hommes et des femmes, c'est traiter les citoyens à égalité. Alors derrière ces 2 exemples, je voudrais simplement vous dire qu'à Nantes, nous considérons que le numérique, c'est déterminant, que c'est essentiel, que c'est le monde de demain, mais à condition que chacune et chacun d'entre nous soit en capacité, en capacitation, comme on le dit aujourd'hui, pas de le subir, mais de le choisir, pas d'en être consommateur, mais d'en être acteur. Alors je nous invite vraiment à fourmiller d'idées, fourmiller d'énergie, de débats pour pouvoir trouver les solutions pour demain permettre à tous nos concitoyens d'être acteurs de cette transition numérique. Et je terminerai mon discours par un vœu, Monsieur le Ministre. Vous le savez, je fais partie de ces élus qui considèrent que l'avenir de la France s'invente aussi dans nos territoires, dans les territoires, quels qu'ils soient, territoires urbains, périurbains, ruraux. Alors je forme le vœu que l'État, d'une manière générale, continue de donner aux territoires cette capacité à inventer. On a besoin d'un État fort, d'un État stratège sur tous ces sujets, mais on a aussi besoin de continuer de permettre la prise d'initiative. Les PING, les Alice 44, les médiagraphes, les maisons de l'emploi, les services publics territoriaux, à toutes celles-là, à tous ceux-là, il faut continuer de leur donner les moyens d'inventer. Merci. Merci Madame le maire. Donc j'avoue mon erreur, j'avais oublié de faire ça. De passer le slide après, je crois. Ça marche pas. Souvent, vous avez remarqué, ça marche pas la technique, et c'est ça qui est bien. Du coup, ah, c'est en train de marcher peut-être. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut avoir le slide d'après? Voilà. Donc on aurait dû mettre ça. Est-ce que vous voulez revenir, Madame? Non, c'est bon. Donc on va mettre le slide d'après, qui va vous annoncer la personne qui va venir. Donc je peux le dire en même temps. Attention, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Donc, nous appelons du coup Mounir Majoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du numérique, qui est venu déjà plusieurs fois à Nantes. Ouais, c'est mon ordi. Non, c'est bon. Micro plutôt. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Madame le maire, merci beaucoup pour votre message. Mesdames et messieurs les députés, Madame la préfète. Alors, je suis moins ému que la dernière fois parce que, ça y est, maintenant, c'est la 2e fois que j'ai parlé ici à Stéréolux. Donc, je me sens un peu en famille. Et puis, pour beaucoup d'entre vous, là, ça fait 1 an et demi que je vous vois de plus en plus, que je reconnais de plus en plus de visages. Et ça rend très heureux. Je voudrais vous remercier d'être présent aujourd'hui. Je voudrais remercier
tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre. Mais je voudrais remercier certains d'entre vous et certaines d'entre vous d'avoir cru à ce sujet, celui du numérique humain, celui du numérique en commun, depuis très longtemps. Certains d'entre vous, quand vous me racontez depuis quand vous vous êtes engagés, souvent très localement, sur ce sujet de l'accessibilité au numérique, eh bien, j'ai l'impression que beaucoup a déjà été fait. Et pourtant, on se dit, pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas pris conscience de cette nécessité absolue? Moi, c'est devenu une conviction au fur et à mesure du temps. J'ai 34 ans aujourd'hui, j'ai commencé à bosser dans le numérique quand j'avais 16 ans, et je travaillais au service technique de Club Internet. Et pendant 8 ans, j'ai répondu au téléphone et je dépannais les connexions Internet des gens qui n'arrivaient pas à se connecter. C'était un peu une sorte de médiation numérique pour les personnes qui n'y arrivaient pas. Alors certaines, c'est parce qu'elles n'avaient pas les compétences pour réparer leurs problèmes, et d'autres, c'est parce que c'était vraiment de ma faute. Mais pour 100% des gens qui appelaient, c'était de ma faute quoi qu'il arrive. Mais à la fin, on arrivait surtout à une chose, c'est qu'on prenait le temps, on écoutait, on se mettait au service de l'autre, et on essayait de comprendre ce qu'il essayait de faire, et on lui donnait les conditions, la capacité de le faire. Alors, quand on a voulu poser simplement la stratégie numérique de l'État, on a beaucoup discuté avec le président de la République, et on voulait que ce soit à la fois très simple, mais que ça incarne la totalité de l'engagement qu'on allait prendre pendant ces 5 ans. Et la façon qu'on a eu de le formuler, c'était de dire comment on fait de la France et de l'Europe des champions du numérique au service des humains. Donc vous entendez toutes les phrases, France, tous les mots, France, Europe, champion du numérique au service des humains. Champion du numérique, c'est se dire qu'on ne fera aucune concession à la performance. On doit être les meilleurs. On doit avoir les meilleures startups de l'intelligence artificielle qui travaillent sur le diagnostic médical. On doit avoir les meilleures startups d'intelligence artificielle liées aux véhicules autonomes. On ne doit pas se laisser intimider par un quelconque continent, par le niveau de leurs ingénieurs ou de leur investissement. La France et l'Europe ont la capacité d'être des champions mondiaux dans certains sujets, et la santé est un sujet sur lequel, par le numérique, la France peut continuer à être un champion mondial. Les mobilités est un sujet sur lequel la France peut continuer à être un champion mondial. Et sur de nombreux autres sujets, si nous nous unissons avec les autres pays d'Europe, nous pouvons être des champions mondiaux. Et ça veut aussi dire soutenir ces startups dans ces domaines-là. C'est pour ça qu'on a créé aussi plusieurs nouveaux fonds qui vont permettre d'investir dans ces startups qui font de la recherche avancée. On a annoncé nos 2 sujets prioritaires cette année. Le premier, c'est le diagnostic médical. Et le deuxième sujet prioritaire des défis d'investissement que nous avons annoncé avec le ministre de l'économie, c'est le sujet des algorithmes au service de la compréhension des algorithmes. Alors ça semble un peu compliqué, mais quand une partie de nos vies est de plus en plus portée, drivée parfois, mobilisée, influencée, manipulée, diront certains, par des algorithmes dont on n'a pas le code et la connaissance, eh bien nous, on peut mobiliser de la connaissance pour essayer de mieux les comprendre. Vous comprenez pourquoi il est important et fondamental pour nous, pour l'économie, d'être performant. Mais moi, je crois que la performance économique et la performance de la recherche, elle n'est pas qu'au service du profit. Être les meilleurs sur ces sujets, c'est aussi être utile aux hommes et être utile aux femmes. Et ça, c'est important de se dire que tout l'engagement que l'on a sur ce pilier de la performance, il est aussi au service des humains. On n'a pas d'un côté le numérique qui fait de l'argent, et ce serait tout l'argent qu'on met dans les startups et dans les grandes entreprises, et d'un côté, un numérique qui fait du social, et ce serait le numérique qu'on incarne aujourd'hui. Moi, je pense que les deux participent à notre économie et que les deux participent au progrès humain. Tout ce qu'on fait sur ce deuxième pilier, au service des humains, toutes les organisations que vous représentez, de l'inclusion numérique, elles ont un impact économique majeur. Et cette intuition, je l'avais depuis le premier jour. J'ai saisi France Stratégie et je leur ai demandé, vous qui êtes parmi les meilleurs économistes de France, faites ce travail que certains ici ont parfois trouvé cynique mais utile. Chiffrez-moi en euros combien ça rapporte de former les gens qui sont loin du numérique. Et donc, ils ont chiffré de façon très objective et ils ont répondu assez simplement. Si on formait un tiers de ceux qui ne savent pas utiliser, ça rapporterait à notre économie 1,6 milliard d'euros. Alors est-ce que c'est ça qui doit nous mobiliser pour nous dire qu'il faut absolument accompagner ceux qui sont loin du numérique? Non. Ce qui doit nous mobiliser, c'est l'idée de progrès humain. C'est ce que ça va changer dans leur vie à chacune et à chacun. Mais quand on devra dire à l'extérieur pourquoi on le fait, il faut qu'on soit capable de répondre sur tous les sujets.
Moi, je vous le dis, toute l'action que vous avez au quotidien, elle participe à faire de notre pays un pays fort, elle participe à réduire la dette publique, elle participe à dynamiser notre économie. Et un pays où tous les citoyens maîtrisent encore plus le numérique, c'est un pays qui est plus fort. Donc il y a aussi des raisons plus conservatrices, il y a aussi des raisons plus pragmatiques pour certains de vouloir absolument cette inclusion. Mais ce qui nous réunit, ce qui fait battre nos cœurs pour certains d'entre vous depuis des décennies, une décennie, quelques années pour d'autres, quelques mois, ceux qui viennent de s'engager là aujourd'hui dans l'inclusion numérique, c'est cette idée que pour certains aujourd'hui, le monde chaque année devient plus simple, le monde chaque année devient plus grand. Quand on est une personne qui maîtrise complètement le numérique, qui est bien équipée et qui sait très bien l'utiliser, eh bien on est de mieux en mieux informé, on est de plus en plus connecté à ceux qu'on aime, on paye de moins en moins cher parce qu'on est capable de toujours comparer les prix. Et puis, on a des services publics de qualité, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, on a aussi cette idée que l'on est capable de se représenter dans un monde qui va très vite, mais qu'on en est un acteur. Vous parliez, Madame le maire, d'être des acteurs qui ne subissons pas. Eh bien, on ne subit pas quand on maîtrise. Et puis, à côté de ça, vous avez ceux qui voient, à côté d'eux, ces gens qui ont l'air d'aller très vite. J'avais parlé la dernière fois de cette métaphore du TGV au fond du jardin. C'est comme si vous aviez le TGV qui passe au fond de votre jardin, mais où la prochaine gare est à 400 km. Vous savez que ça va très vite, vous voyez des gens très heureux à l'intérieur, mais vous avez le bruit, les tremblements et la frustration qui va avec. Eh bien, ce sentiment de frustration, ce sentiment d'indignité que peuvent ressentir certains en se disant « alors donc, ce monde qui va vite n'est pas le mien », ça a été un moteur pour moi, et je sais que c'est aussi un moteur pour vous, et c'est ça qui nous a mobilisés. Mais il a fallu convaincre. Parce que certains disaient, mais pourquoi est-ce que vous voulez les former, ceux qui ne savent pas utiliser? Au final, il y aura toujours quelqu'un pour les accompagner. Alors c'est vrai que c'est une nécessité absolue. Et c'est par ça qu'on a commencé. C'est par ça que les services publics ont commencé. On s'est dit, pour ces gens qui ne savent pas, on va faire un accueil qui va les dépanner dans leur démarche numérique, qui va les dépanner pour les renseigner. Et puis au fur et à mesure du temps, on a vu qu'on a tout saturé. On a saturé l'assistante sociale qui s'est retrouvée être la médiatrice numérique numéro 1. On a saturé les bibliothécaires qui étaient devenus les assistants numériques numéro 1. On a saturé tous ceux qui n'avaient pas forcément choisi d'être des médiateurs du numérique et qui, parce qu'ils avaient ce métier du contact, de la proximité et de l'inclusion en général, à devenir ces médiateurs de demain. Alors depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis un an, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a eu une mobilisation générale. Et cette mobilisation générale, elle s'est formée autour d'une volonté. C'est de se dire que ces 20% de Français qu'on a identifiés, ces 13 millions de Français qui ne savent pas utiliser le numérique, eh bien, on n'était pas, nous tous ensemble, là pour subir le fait qu'ils ne pouvaient pas évoluer. Et qu'on était tous engagés dans l'idée qu'on était capable de former la moitié d'entre eux. Ben déjà, se dire qu'on est capable de le faire, de se dire qu'on peut sortir de la somme de nos impacts locaux pour en avoir un impact national au plus haut niveau, ça a été déjà une première prise de conscience. Les premiers à s'être mobilisés sur le sujet, c'est les collectivités locales. Les premières associations de la médiation numérique, elles sont nées du dialogue et de la relation avec les métropoles, avec les départements. Et puis il y a eu les premiers réseaux, les premières associations et les premières entreprises de l'économie sociale et solidaire de l'inclusion numérique qui ont commencé à rayonner sur des territoires plus grands. Puis certaines d'entre elles, mais trop peu, ont commencé à rayonner nationalement. Tout à l'heure, dans l'appel qui a été fait, certains se reconnaîtront. Et puis, à côté de ça, on avait ces collectivités qui étaient aussi en attente. Parce que s'il est de la compétence du département d'assurer les politiques de cohésion sociale, est-ce que le département est nécessairement le seul à devoir gérer cette plus grande transformation de notre société qu'est la transformation numérique? Parce qu'à la fin, cette transformation numérique, cette inclusion numérique, ce n'est pas qu'une inclusion sociale, c'est une inclusion économique, c'est une inclusion sociale pour la personne, c'est une inclusion citoyenne. Et donc ce n'est pas au département de porter sur lui tout le poids de cette transformation. Mais c'est lui qui doit en être un acteur fort. Dans les métropoles, est-ce que c'est la métropole seule qui doit le faire? Non, c'est certain que ça ne doit pas être elle, seule. Alors, on a réuni ensemble tous les opérateurs sociaux. On a réuni Pôle emploi, on a réuni la CAF, on a réuni la Sécurité sociale avec et la Caisse d'assurance vieillesse et la Caisse d'assurance maladie. Puis on a réuni la Poste. Et puis aussi quelques grands réseaux d'entreprises privées. Et puis on a réuni toutes les associations de la médiation numérique qui, depuis un an, avaient réussi à se mobiliser tout ensemble au sein de la Mednum. Je veux vraiment que vous vous souveniez des 5 dernières années
et je veux que vous regardiez ce que vous avez tous réussi à faire en 12 mois. C'est impressionnant. Et donc en 12 mois, on a écrit ensemble cette stratégie pour l'inclusion numérique. Quand j'étais venu, on en était en plein milieu du processus. Aujourd'hui, elle a été écrite. Aujourd'hui, les fonds dont je vous parlais ont été mobilisés. Et donc chacun va être à sa responsabilité. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, c'est le jour où on s'engage tous à démarrer et à rentrer dans le faire ensemble. Tu disais qu'il fallait qu'on arrête de parler de ce qu'on avait envie de faire, mais qu'il fallait faire ce qu'on avait envie. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui. On a parlé pendant 8 mois, on s'est organisé, on s'est mobilisé, et chacun prend ses responsabilités. L'État, que je représente aujourd'hui. L'État s'engage financièrement, et puis l'État s'engage humainement à continuer cette coordination et à donner cette impulsion qui a permis qu'on se retrouve tous ensemble. Sur le financement, 2 objectifs. Financer ce pass numérique, qui est le financement des opérations tout au long de la vie. C'est comment, dans quelques semaines nous le diffuserons, lancer cet appel à projet auprès des collectivités pour qu'ensemble nous soyons capables de financer ces passes numériques, pour que dans tous les territoires de France, les collectivités avec l'État soient capables de distribuer ces passes. On parle du côté de l'État de 10 à 15 millions d'euros dès cette année, plus l'année suivante, avec un effet levier de 3 à 4 avec les collectivités. C'est aussi un investissement et un financement de l'État sur la structuration des réseaux. Tout à l'heure, on s'est parlé d'un des phénomènes historiques de la médiation numérique, qui est l'éclatement en très petites structures. Eh bien, cet éclatement en très petites structures, après ces 1 an de stratégie commune, on s'est dit qu'il n'était pas si mal que ça. C'est pas grave si on a beaucoup de structures petites. On ne doit pas passer du jour au lendemain à quelques centaines de structures sur le territoire à 5 structures nationales. Par contre, si on veut que des petites structures puissent être très efficaces, que des petites structures puissent avoir un très grand impact local, il faut que ces petites structures soient coordonnées au niveau régional, qu'elles soient coordonnées au niveau des territoires. Et donc ce 2e appel à projet, qui sera porté par la Banque des Territoires et qui sera financé par la Banque des Territoires, ce sera un financement structurel dans les grandes zones géographiques pour pouvoir avancer. Et puis il y a ce financement volontaire des entreprises privées qui a été très important puisqu'il annonce la suite. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment remercier ceux qui sont venus et qui sont représentés. Il y a Orange, il y a le Crédit Agricole, il y a Veolia et il y a la BNP. Et non, mais qui n'est pas présentée aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Si, ah, vous êtes là, pardon. Mais qui a été le premier acteur à signer, la BNP. Ouais. Pourquoi c'est important que ces 4 acteurs aient accepté de venir dans notre histoire? C'est que quand on s'est parlé, quand on s'est rencontrés il y a maintenant près de 6 mois, d'abord on se dit c'est bizarre, il y a l'État qui vient nous voir et qui nous demande de l'argent. Et puis après, on explique pourquoi on est en train de discuter tous ensemble depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et on leur explique que tous ces gens dont on parle sont en fait leurs clients, et qu'avec ces clients, ils ont parfois des relations qui datent depuis plusieurs années, et pour certains de ces opérateurs, des décennies, et qui opèrent, ces opérateurs, des services extrêmement intimes, que ce soit le service bancaire, l'eau qu'on amène chez l'autre. Eh bien ça, ou les télécommunications, ça, c'est de nature à prendre conscience qu'en tant qu'entreprise, on a à bénéficier économiquement de cet investissement, mais qu'on a aussi, et qu'on en tire aussi, un bénéfice humain dans la relation. Le jour où un conseiller bancaire va remettre un pass numérique à l'un de ses clients dont il a identifié qu'il était éloigné du numérique, mais je peux vous assurer que cette relation-là, elle sera plus forte, elle sera plus longue et elle sera plus durable, et elle aura réussi à remettre de l'humain au cœur de cette relation. C'est pour ça qu'avec ces 4 premiers acteurs, et avec une dizaine d'autres, et moi j'espère une centaine d'autres d'ici la fin d'année, on va se diriger vers la création d'une fondation pour l'inclusion numérique. Ça, c'est une annonce que nous faisons aujourd'hui, et cette fondation, elle réunira tous les acteurs privés qui croient dans le travail que vous portez tous ici depuis très longtemps. Moi, je crois que l'action de l'État, avec l'engagement des collectivités et l'investissement des acteurs du privé, c'est ça qui nous fera réussir. L'objectif qu'on a annoncé, former 1,5 million de personnes par an, eh bien, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Il va falloir, pour tous ceux d'entre vous qui opérez des associations et des organisations de la médiation numérique, être prêts à cette transformation, être prêts à ce passage à l'échelle. Moi, j'ai une conviction, c'est que si nous ne formons pas toutes ces personnes, eh bien, on va beaucoup souffrir dans les prochaines années, parce que la transformation numérique qu'on a connue les 5 dernières années, les 10 dernières années, ça n'est rien à côté de ce qu'on va découvrir, rien à côté de ce que nous allons faire l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans.
les transformations des services publics vont être radicales. Je suis aussi responsable de la transformation numérique des services publics. Je peux vous assurer que nous tiendrons tous nos objectifs et que vous aurez des services publics de qualité avec une identité numérique publique qui vous permettra de vous connecter à tous les services publics de demain. Vous pourrez encore plus interagir en tant que citoyen. Et donc, tout ce qu'on va mettre au service des citoyens, si en même temps on laisse 20% des personnes à côté, on se dirige vers le chaos. Et donc, c'est pour ça que pour moi, cette politique d'inclusion numérique, elle n'est pas facultative, elle n'est pas à côté, elle est au cœur des transformations qu'on annonce. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, le président de la République annonce de façon très détaillée le plan contre la pauvreté qui, sur les 5 prochaines années, mobilisera tous les acteurs pour que jamais personne ne tombe dans la pauvreté, mais que surtout on arrive au fur et à mesure de ces années à aider les personnes à en sortir. Ce plan qui sera un plan où près de 8 milliards d'euros seront investis sur les 5 prochaines années, c'est un plan qui pose la même hypothèse, celle qu'on ne peut pas faire un pays de la performance, on ne peut pas faire un pays qui part à la conquête du monde avec les entreprises les plus dynamiques, on ne peut pas faire un pays où les services publics seront les plus modernes si on ignore ces 20 à 30% de la population qui sont toujours sur le côté. Et donc cette politique sociale, elle n'est pas qu'une politique sociale culpabilisante ou une politique sociale de la culpabilité de ceux qui réussissent. C'est une politique sociale réaliste sur l'idée qu'on ne peut réussir tous ensemble que si tout le monde réussit en même temps. Et ce que nous faisons sur l'inclusion numérique, c'est, vu de ma perspective, une des conditions essentielles de cette réussite collective. Alors merci encore à vous. Il y a 1 mois, il y a 1 an, il y a 8 mois quand on s'est vu, c'était le début de la stratégie. On se voit aujourd'hui, c'est le début de la mise en place. Donc dans 8 mois, je reviens et on se parlera des premiers succès, des premières ouvertures de réseau, on se parlera du premier demi-million de citoyens formés. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est donné pour cette année. Alors encore, merci à tous. Merci à tous ceux qui vont venir signer les engagements et la charte. Est-ce que c'est maintenant que vous montez sur scène avec moi? Non. Alors restez à vos places, mais je vous remercie vraiment à tous les signataires à venir de la charte et merci encore aux équipes de la mission Société numérique dont j'ai l'honneur d'être le ministre et je vous remercie pour tout votre engagement de ces derniers mois. C'est vous qui avez permis cette grande coordination. Merci à toutes et merci à tous. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, il nous a un peu spoilé, mais il y a des gens qui vont monter sur scène. Donc, comme vous l'avez mentionné, les entreprises privées qui s'engagent dans l'inclusion numérique sont les bienvenues à prendre part à toutes ces actions. Et on va les inviter à monter sur scène pour signer une charte. Alors, 1, 2. Oui. Alors, les nominés sont Madame Christine Albanel pour Orange. Il faut une charte. Du coup, Madame Raphaël Leroy, directrice de l'engagement pour les BNP Paribas, accompagnée de la directrice de la région Ouest et de Philippe Acedo, directeur des relations institutionnelles. Pour le Crédit Agricole, Éric Campos, directeur de la RSE. Et pour Veolia aux France, Jean-Charles Guy, directeur régional Centre-Ouest. On vous laisse dire un petit mot peut-être. Allez-y. Oui, Monsieur le ministre, Madame le maire, messieurs les élus, mesdames et messieurs, nous sommes ravis, je suis ravie au nom d'Orange et de la Fondation Orange de signer cette charte autour de ce combat qui nous rassemble tous contre l'exclusion numérique dont Mounir Majoubi rappelait qu'en effet, elle était porteuse de bien des exclusions. Nous sommes tout spécialement partenaires des passes numériques, avec un pilote d'ailleurs qui va commencer dans les Hauts-de-France, mais qui a naturellement vocation à s'étendre sur tout le territoire. Et je dirais simplement que ça a beaucoup de sens pour nous, parce que la Fondation Orange, c'est la musique, c'est l'autisme par exemple, c'est la première fondation sur l'autisme en France. Mais l'inclusion numérique aujourd'hui, l'inclusion numérique et par le numérique, c'est tout à fait au cœur de nos actions.
en direction des publics fragiles. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'année, on aura ouvert 115 maisons digitales pour les femmes en difficulté dans toute la France, qui recherchent un emploi, qui ont besoin justement d'être formées, qui ont besoin de savoir faire un CV ou avoir accès à des petits modules pour lancer éventuellement un projet professionnel. On ouvre des Fab Labs solidaires pour les jeunes. Il y en aura 85 aussi d'ici la fin de l'année où ils apprennent à se servir des outils numériques. Et puis là aussi, ils font des rencontres, acquièrent des compétences professionnelles, plus notre partenariat naturellement avec Simplon. Et finalement, c'est 60 000 personnes que nous formons actuellement avec des associations chaque année, dont presque 6 000 dans la région ouest. Voilà, donc c'est dire que nous sommes très engagés et nous sommes tout prêts à devenir évidemment les partenaires de cette future fondation du numérique que Mounir Mahjoubi a annoncé tout à l'heure. Merci beaucoup. Bravo, magnifique signature. Alors, bonjour à tous. Donc, je représente effectivement BNP Paribas. Alors nous sommes nous aussi convaincus qu'il y a une urgence sociale, parce que cette fracture numérique est en train de creuser les inégalités. Alors en tant que banque, en tant qu'acteur économique, on considère que c'est notre devoir de nous impliquer aux côtés de la collectivité territoriale, aux côtés de l'État et aux côtés de tous les partenaires qui travaillent sur cette inclusion. Parce qu'en tant que banque, notre métier, ce n'est pas seulement de faire banque, c'est d'être utile. C'est d'être utile à l'économie, en accompagnant les entreprises, en les aidant à faire grandir, mais c'est d'être aussi utile à la société, en favorisant notamment l'inclusion des plus jeunes, parce que cette fracture numérique, de manière surprenante, elle frappe les plus jeunes. Et cette inclusion numérique, on souhaite cette inclusion des jeunes, on souhaite la favoriser dans tous les territoires où nous sommes installés. Et pour reprendre ce que disait Monsieur le ministre tout à l'heure, c'est pas l'un à côté de l'autre, mais c'est l'un et l'autre pour contribuer à une croissance beaucoup plus juste. Alors aujourd'hui, cette initiative qui est lancée par Monsieur le ministre du numérique, nous considérons que c'est une mission qui est salutaire. Et c'est pourquoi nous souhaitons nous engager. Alors nous engager, quand je dis nous, c'est une action vraiment conjointe. C'est-à-dire que c'est l'union qui fait la force. Là, vous avez vu, on est monté à 3. Il y a donc d'abord la fondation CTLM qui a fait de l'inclusion numérique un axe majeur de son projet. Et puis il y a BNP Paribas, on parle d'humain, les réseaux de BNP Paribas en France, les agences et les collaborateurs. Et vous avez ici Valérie Tamani qui représente cet ancrage local, qui est directeur régional dans l'Ouest. Alors comment nous allons faire? Nous n'avons vraiment pas de solution qui est toute faite. En revanche, nous pensons que nous avons à la fois des atouts et des leviers pour contribuer à créer des écosystèmes favorables à cette inclusion numérique, des écosystèmes locaux. Alors parmi les atouts, c'est que, en tant que banque, nous avons la chance d'être au carrefour de toutes les clientèles, des petites, des entreprises. Nous avons la chance d'avoir des partenaires associations, nous avons la chance d'avoir un ancrage local, et du coup, nous pouvons aider les opérateurs à faciliter cette coopération dont on parle depuis ce matin, parce que la force du territoire, et c'est la modernité aussi, c'est qu'on puisse travailler tous ensemble. Et puis nous avons des leviers. Nous disposons de leviers forts. D'abord, des ressources en interne. Alors ces ressources internes, c'est quoi? On parle beaucoup d'accompagnement. Effectivement, Monsieur le ministre, vous rappeliez tout à l'heure que, en tant que banque, nous accompagnons nos clients, mais nous accompagnons aussi nos collaborateurs. Donc nous avons développé des outils, des dispositifs de formation pour accompagner le développement des compétences digitales de nos clients et de nos collaborateurs. Parce que nous n'avons pas tous, dans une banque, le même âge numérique et nos clients n'ont pas tous le même âge numérique. Donc nous allons bien évidemment mettre à disposition ces ressources. Et puis on parle d'humain. On a partout sur le territoire des collaborateurs dans les agences qui sont de plus en plus nombreux à vouloir s'impliquer. Donc on va les mobiliser sur cette cause. On va mettre à disposition nos agences pour mettre en place des ateliers. On va essayer de trouver une offre qui permettra de diffuser le pass numérique, mais aussi de faciliter l'équipement d'ordinateurs, parce que là aussi c'est un sujet. Alors ça, ce sont des ressources internes. Mais ce n'est pas tout, et ce n'est pas l'essentiel. Vraiment, ceux qui vont nous aider à agir, ce sont nos partenaires associations, nos partenaires entreprises sociales, qui sont pour nous des acteurs majeurs pour contribuer à notre volonté de contribuer
à une croissance plus juste. Ces acteurs, ce sont les associations qui nous accompagnent et que nous soutenons dans toutes nos actions dans les quartiers politiques de la ville, dans les banlieues. Et grâce à eux, nous allons pouvoir toucher un plus grand nombre de bénéficiaires et diffuser ce pass. Ces partenaires, ce sont aussi des acteurs qui sont déjà intégrés dans cette médiation de l'inclusion. Ce sont des partenaires que soutient aujourd'hui la Fondation CTLM. Je pense à Emmaüs Connect, je pense à Faire et Ici ou Ici et Faire. Mais finalement, c'est pareil et c'est essentiel. Et là, on va se mettre à leur disposition pour voir comment, ensemble, on va pouvoir coopérer. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a des atouts, on a des leviers. Il restera à faire converger tout cela sur le territoire. Et c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Et notre contribution, c'est comment on va aider à travailler ensemble pour faire de ces territoires vraiment des territoires qui sont attractifs parce qu'ils seront beaucoup plus inclusifs. Merci beaucoup. Je fais un petit rappel des règles du jeu. Numérique en commun. C'est court. Merci. Je vais essayer de faire court. D'abord, permettez-moi de vous remercier. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, Monsieur le ministre et Madame le maire, vos propos enthousiastes. Et en tant que citoyen, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie finalement. Et rejoindre l'énergie que vous déployez, on le fait évidemment avec grand plaisir. Donc je parle au nom du Crédit Agricole. Pour compléter un peu les propos, mais vraiment en une petite minute, en fait, nous travaillons sur le sujet de l'inclusion numérique, évidemment pas sur le sujet de l'inclusion numérique en tant que tel, mais sur le sujet de l'inclusion et de l'accompagnement des clientèles qui se trouvent en difficulté. Parce qu'on remarque trois choses. La première, c'est que souvent, les personnes en difficulté devant le numérique sont en difficulté aussi dans leur vie de façon générale. Et donc, travailler autour de l'inclusion numérique, c'est souvent travailler avec une multitude d'acteurs pour accompagner les personnes qui sont en difficulté. Deux, il n'y a pas d'un côté les personnes en difficulté sur le numérique et d'autre côté des personnes qui sont en facilité sur le numérique. C'est une gradation. Je vous donne un exemple. On a lancé une opération qui s'appelle Premier Stage, Premier Job au Crédit Agricole. Et en fait, on travaille avec des jeunes qui sont souvent en train de chercher soit un stage, soit un travail, et ils ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Ils ne savent pas faire des CV en ligne. Donc l'inclusion numérique, c'est aussi aider, accompagner ces personnes pour leur permettre de comprendre les codes et de rentrer sur ces sujets. Donc nous, on rejoint évidemment cette opération avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment très très positif que l'État lance ce genre d'opération avec la convergence des acteurs publics et des acteurs privés. Il faut le faire sur le numérique. Permettez-moi aussi de vous dire qu'il faut le faire aussi sur le sujet du climat. C'est un sujet qui est extrêmement important, extrêmement urgent. Et l'urgence climatique, c'est aussi une des urgences. Donc voilà, on appose notre signature avec grand plaisir. On apportera toute l'énergie des collaborateurs du Crédit Agricole, des élus. C'est une banque coopérative, mutualiste. Il y a beaucoup d'élus, peut-être qu'ici, il y a des élus du Crédit Agricole. Donc ce sont des gens qui accompagnent au quotidien nos clients. Donc évidemment, on va le faire avec beaucoup de plaisir et en vous remerciant en tout cas de cette initiative. Donc j'imagine que je mets ma signature. Quelqu'un signe à ma place? Monsieur le ministre, vous avez signé à ma place, donc j'ai signé à la vôtre. Ah bon, d'accord. Donc c'est vraiment en commun. D'accord, je signe à la place du ministre. Voilà, bonne journée à tous. Bon, c'est bon, il me reste encore une place pour signer. Moi, je suis extrêmement heureux d'être présent aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis un opérationnel de l'entreprise Veolia, mais c'est aussi un sujet qui est au cœur des enjeux de notre entreprise parce que tous les jours, nous avons des millions de contacts en France avec des consommateurs. Notre retour d'expérience, c'est que le numérique, on développe de nouveaux services, on crée de nouvelles façons de collaborer dans l'entreprise et sur la ville, et que ça se fait souvent avec les citoyens, les consommateurs et nos collaborateurs. Et que plus on digitalise nos services, c'est le cas pour notre entreprise, plus on se rend compte qu'une partie de la population est exclue. Et au final, on laisse une part de nos abonnés sur le bord du chemin. Donc le numérique, il ne s'oppose pas à l'inclusion, mais simplement notre retour d'expérience, c'est que la façon dont on l'incarne, la façon dont on co-construit les solutions, qui étaient souvent faites en microcosme parisien et que finalement on se dit qu'il faut le faire avec l'écosystème local, et la façon dont on accompagne le numérique est un enjeu majeur pour mon entreprise. De façon très concrète, on a 4 actions France qu'on souhaite décliner et surtout on va les décliner dans les territoires. Moi je suis très heureux de pouvoir le mettre en œuvre en priorité sur la Loire-Atlantique et sur notre métropole. Première action, c'est qu'on va sensibiliser nos collaborateurs au numérique
parce que aussi en interne, c'est un enjeu. Ils sont en contact avec les consommateurs et ils doivent incarner et former les consommateurs et les inciter à pouvoir rentrer dans l'ère numérique. La deuxième action, c'est de travailler avec nos collectivités en co-construction, en développant des solutions agiles, locales et non plus homogènes France. Ça nous permettra aussi de distribuer ces chèques numériques de façon plus pertinente. Et moi, j'ai le plaisir de pouvoir le mettre en œuvre sur la Loire-Atlantique et j'espère que sur le territoire de Nantes Métropole, nous pourrons tester cette solution très concrète. La troisième action très concrète, c'est continuer à favoriser la médiation sociale autour du numérique. On est très engagé, vous le savez, Monsieur le Ministre, sur les PIMS, mais aussi favoriser l'incubation d'incubateurs autour de l'économie sociale et solidaire parce que nous considérons que là où nous travaillons, on peut aussi créer un vrai partenariat avec l'économie sociale et solidaire sur ces sujets-là. La dernière action, c'est de continuer à favoriser l'émergence de solutions pour accéder aux services numériques, une solution qui s'appelle Fastoche, que nous testons aussi à Nantes Métropole et qui permet en fait, avec un accompagnement, parce que sans accompagnement ça ne fonctionne pas, aux personnes les plus en difficulté d'avoir toutes les aides sociales très rapidement et mieux maîtriser leur budget. Et je profite de la tribune qui m'est faite et de la présence de Madame la Présidente de Nantes Métropole et de Franck Trichet parce qu'on va avec cette charte pouvoir renforcer nos actions sur le territoire, notamment sur un projet qui me tient à cœur et qui est co-construit avec plein d'acteurs, notamment Nantes Métropole, autour d'un projet qui s'appelle Inclusion numérique et Grand Bellevue, avec 17 partenaires, un écosystème extrêmement riche où en fait on co-construit des solutions avec les habitants pour les habitants et qu'un des enjeux qu'on a perçus il y a quelques mois, c'est l'inclusion numérique pour faire converger effectivement toutes ces solutions très opérationnelles. Donc merci Monsieur le Ministre pour cette belle initiative. Le cadre est posé, le défi est grand. Vous l'avez dit, pour être champion du monde du numérique, il faut donner du sens. C'est un engagement aussi de mon entreprise, c'est un engagement aussi personnel. Et vous pouvez compter sur Veolia et l'équipe régionale parce que c'est dans les territoires que nous réaliserons la mise en œuvre concrète de cette charte, mais comptez aussi sur notre entreprise pour faire un retour d'expérience parce que je vous rejoins, Madame la Présidente de notre métropole, on parle assez peu de nos échecs et c'est grâce aux échecs qu'on progresse et surtout qu'on embarque aussi d'autres entreprises pour fédérer une centaine, voire des milliers d'entreprises dans ce sujet-là. Merci à vous. Et donc, je vais faire la dernière signature de la charte d'engagement pour un numérique inclusif. Elle est signée. Voilà. Du coup, a priori, la mobilisation ne pourra pas se faire non plus sans la participation active des acteurs plutôt historiques de la médiation numérique. Et pour parler de leur engagement, j'invite Emmanuelle Vandamme, présidente de la MEDNUM. Je comprends rien. 1h30 à peu près. Je pensais que signer ici. Ah oui, non, c'est très fort. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La MEDNUM, c'est une structure qui a démarré ses activités il y a pile un an. Et on est super content que cette première année d'exercice se termine par un événement avec une telle mobilisation et qui symbolise aussi bien l'alliance entre les acteurs publics, les grandes entreprises et les acteurs de la médiation numérique en faveur d'une société numérique plus inclusive, mais aussi plus émancipatrice, plus créative. La MEDNUM, c'est une entreprise entrepreneuriale d'intérêt général. On fait partie de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. C'est une dynamique qui est avant tout ouverte à tous les opérateurs de la médiation numérique dans leur grande diversité, des tailles très différentes, des statuts très différents, des métiers très différents, des gens qui sont plutôt dans l'inclusion, dans la formation, dans le conseil, dans la donnée, dans les tiers-lieux, etc. Mais aussi ouvert à toutes les organisations publiques ou privées qui se posent des questions sur l'acculturation et l'inclusion numérique de leurs usagers, de leurs bénéficiaires, de leurs équipes. Ça peut être des offreurs de services au public, ça peut être des administrations, ça peut être des acteurs sociaux, ça peut être des grandes entreprises ou des réseaux d'entreprises. Toutes les parties prenantes de la médiation numérique sont bienvenues et ont leur place dans la structure. Tous les acteurs qui souhaitent coopérer, puisqu'on a une coopérative, ça fait partie de notre ADN, et donc dès qu'on a envie de coopérer, on peut rejoindre les activités. On est passé en un an de 40 à 70 sociétaires. Aujourd'hui, on représente 4500 salariés répartis à peu près partout en France. Et compte tenu des enjeux qui ont été très bien exposés ce matin,
je pense que cette croissance a vocation à se poursuivre. Ensuite, la Mednum, c'est un projet innovant. On est la première SIC en France dans laquelle l'État est intervenu directement. C'est pas rien, je trouve que c'est un symbole très fort. On est de plein pied dans l'innovation publique. On invente ensemble de nouvelles façons de répondre aux enjeux posés par le numérique, avec de nouveaux modèles économiques également. Aujourd'hui, pour 1 euro investi par l'État dans la SIC, la Mednum, on a 4 euros d'actions, d'activités, de valeur créées pour les acteurs de la médiation numérique sur tous les territoires en France. Et enfin, la Mednum, c'est un projet coopératif. Donc on est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Et notre but, c'est de répondre de manière commune à des besoins partagés. Le but de la Mednum, ce n'est pas de faire ce que peuvent faire aujourd'hui tous les acteurs. Il y a des gros acteurs dans le réseau, il y a des petits acteurs. Chacun a une capacité d'action qui lui est propre. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de monter des projets que chaque sociétaire ne pourrait pas faire seul, d'assembler des compétences, de lever des financements nouveaux et de faire des projets qui sont dans une logique de passage à l'échelle. Également, de mettre en lien des projets qui se font sur les territoires. Quand il y a un super projet qui se fait en PACA et un super projet qui se fait en Hauts-de-France, il faut que les acteurs se parlent. Et c'est ce qui est en train de se passer là, à plein de niveaux différents, sur plein de projets différents. Et la Mednum, on est une entreprise, donc on est dans le faire. Ce qui nous intéresse, c'est de monter des projets, d'opérationnaliser aussi des politiques publiques et de le faire ensemble, puisqu'on est coopérative. Une des manifestations, à mon avis, les plus importantes, plus intéressantes et qui reflète aussi des enjeux économiques que l'on porte, c'est notre ambition de créer, d'enrichir, de diffuser des ressources libres et ouvertes qui permettent d'accélérer le travail de médiation numérique sur tous les territoires et d'optimiser les financements publics et privés qui sont mis sur ces moyens. Donc, les uns et les autres, vous avez parlé, on a des ressources, on est prêt à les partager, on a envie de faire avec d'autres, on a un savoir-faire dans tel domaine, on pourrait l'échanger. On est là pour ça, on est là comme tiers entre des acteurs publics, des acteurs privés, pour opérationnaliser, diffuser, mettre en commun des ressources, des idées, des projets. Alors, cette première année, c'était un peu pour nous le tour de chauffe, un peu la preuve du concept. On a lancé la dynamique, on a exploré un peu différentes voies. Au bout d'une première année de fonctionnement, on y voit maintenant très clair, on voit bien le rôle important qu'on a joué dans le paysage, et on a envie d'accélérer cette dynamique coopérative tous ensemble, à commencer par ces 2 jours de débat. Donc merci beaucoup et bonne rencontre numérique en commun. Merci Emmanuel. Il a beaucoup été question de territoire et de leur implication dans ces stratégies d'inclusion. J'invite la métropole nantaise à venir parler de son implication là-dessus, ainsi que de nombreuses collectivités, Pyrénées-Atlantiques, Centre-Val de Loire, Drôme, Ardèche, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, la Creuse et Monsieur Patriarche, vice-président de Pyrénées-Atlantiques. Vous pouvez les applaudir. Donc je rappelle les consignes, hein. Chacun a 3 quarts d'heure. C'est là-bas. Merci. Donc, Monsieur Patriarche. Monsieur Patriarche, allez-y. Allez-y. Bien, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis donc très honoré d'avoir la lourde tâche d'apporter finalement un témoignage d'un territoire, d'un département, celui des Pyrénées-Atlantiques, qui s'est très tôt mobilisé sur cette question de l'inclusion numérique au sens large. Alors aujourd'hui, c'est important pour nous parce que la labellisation qu'on va avoir avec l'État, c'est 3 points principaux pour nous. C'est d'abord la reconnaissance d'un travail mené depuis plus de 2 ans et donc d'une volonté forte. J'ai la chance d'avoir un président, Jean-Jacques Lasserre, du département des Pyrénées-Atlantiques, qui a
peut-être malgré son âge, parce que parfois on oppose âge et appétence numérique. Et il a un âge respectable, mais il a une grande appétence pour ces sujets. Et il a tout de suite compris qu'au-delà, puisque notre département, bien sûr, s'inscrit dans un plan d'équipement de fibres 100% de son territoire en 5 ans, qu'au-delà de ces forts moyens financiers qui vont être investis, 350 millions d'euros en 5 ans, il y avait des dimensions d'usage et au premier rang desquelles l'inclusion numérique. Donc on a évangélisé, si je puis dire, les services, les élus, mes collègues élus, et puis tout le monde s'est pris vite la mesure de l'enjeu. Du coup, en 2017, on a lancé un premier diagnostic sur notre territoire avec l'ensemble des acteurs qu'on a plusieurs fois cités, les CAF, les pôles emploi, la CPAM, etc. Et moi, en tant qu'élu, je suis maire d'une commune aussi, et donc on est confronté tous les jours aux réalités. L'une des premières causes d'exclusion numérique, d'ailleurs, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de ne pas avoir de mail, tout simplement. Ça paraît incroyable, mais effectivement, il y a plein de gens dans ces 14 ou 13 millions de personnes qu'on identifie qui n'ont d'abord pas de mail. Et la question de l'identité numérique est une vraie question et un vrai verrou à l'inclusion numérique. Donc en 2017, on a fait ce diagnostic et aujourd'hui, on en est à définir. On a défini un plan d'action sur notre territoire et on va démarrer les premières expérimentations. Eh bien évidemment, pour lancer tout ça, on a besoin du soutien de l'État et les départements, c'est bien sûr l'équation, l'échelle pertinente. C'est le moment où je vais faire la pub du département, mais qui mieux que le département assure une péréquation territoriale, sociale, parce qu'il est à la croisée des chemins. Les métropoles, les communautés d'agglo, tout ça c'est super, mais il faut bien mailler effectivement le territoire. On a besoin de l'État pour définir des choses et on a besoin d'un échelon territorial qui permet d'assurer une cohérence et une certaine unité dans la méthode. La question, c'est quand même bien d'atteindre les publics cibles. Le deuxième point important avec cette labellisation, c'est finalement la cohérence avec l'implication de notre département et les travaux donc menés dans le cadre de la stratégie nationale pour un numérique inclusif. Nous avons été rapporteurs du groupe de travail numéro 1 sur l'identification des publics cibles. Et je voudrais d'ailleurs, Monsieur le Ministre, vous l'avez fait, mais à mon tour, remercier Auriel Ledroit, ses équipes. 30 secondes d'anecdote. Première réunion, quand je suis venu dans vos locaux, je me suis dit, oula, waouh, ils avaient tous leur ordi, là, comme ils sont là actuellement. Je ne suis pas très vieux, mais je me suis dit, oula, il y a un vrai décalage, là. Où est-ce que je suis, Startup Nation, tout ça, ok, super. Wow, qu'est-ce que ça va faire? Et je ne sais pas si Oriane s'en rappelle, à la fin de la réunion, je vais la voir, je lui dis, bon, je ne sais pas si je viendrai à chaque réunion du groupe de travail, je me sens un peu en décalage, et elle a eu cette phrase importante, elle m'a dit, on a besoin de l'expertise des territoires, on a besoin des élus locaux pour nous amener aussi cette vision du territoire. Donc voilà, vous avez eu l'intelligence dans cette mission de comprendre que l'innovation, elle est territoriale. Madame le maire de Nantes en parlait. Elle est d'abord et avant tout territoriale. La souplesse, l'agilité, c'est aussi sur les territoires. Et donc de renverser un peu le prisme au lieu de pondre un énième schéma national, etc., qui un peu hors sol. Voilà, on co-construit ensemble et ça, il va falloir le garder dans la longueur, Monsieur le Ministre, si je puis me permettre de vous le demander. Le troisième point par lequel je terminerai, c'est que cette labellisation, pour nous, en tout cas le département des Pyrénées-Atlantiques, on la voit comme un fort levier. Un levier qui va nous permettre d'aller chercher des financeurs, parce que la question du financement de cette politique publique, elle est évidente. Alors je suis très heureux que des sociétés privées viennent, et j'en encourage de nombreuses. En même temps, c'est vrai que il y a une dimension sociale et une responsabilité sociale de ces entreprises, c'est très bien. Et puis comme il y a quand même quelques gains économiques à la clé, c'est très bien. Et je pense à d'autres noms qui pourraient rapidement nous rejoindre, ça serait très bien. Parce que si on n'arrive pas à financer tout ça, on aura beau avoir les plus beaux plans, avoir travaillé le mieux possible, ça ne fonctionnera pas. Donc la cohérence, le financement. Moi, j'ai une dernière anecdote et remercier Monsieur le Ministre parce qu'il a signé une lettre il y a quelque temps à destination d'Alain Rousset, le président de la région, pour nous aider parce que nous, aujourd'hui, on est dans la phase d'expérimentation, on les lance, ça démarre. Mais en tant que département, et j'ai des collègues ici qui sont aussi élus départementaux, on a un formidable réseau de collèges publics sur tout le territoire. Moi, dans mon département, l'un des plus beaux de France, bien sûr, il y a la Côte Basque, il y a le Béarn, et puis il y a les vallées le long des Pyrénées. Et le recul des services publics, la fracture numérique, c'est une réalité déjà aujourd'hui. Et donc, ces collèges, on peut les ouvrir.
ils ont des matériels, ils ont des connexions, ils sont fibrés, ils sont tous fibrés. Donc on peut y faire des choses et s'en servir là aussi de lieu. Mais le département, comme l'ensemble des départements de France et les autres acteurs, il ne pourra pas financer tout seul. Donc cette question, je réinsiste un peu sur la pertinence de l'échelon départemental, mais j'attire encore à nouveau l'attention sur la question du financement. Alors en conclusion, moi je voudrais terminer sur voilà, 2 freins, et donc qu'il va falloir lever. L'identité numérique, j'y reviens, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un frein énorme. Et puis, ce qui doit tous nous interroger, c'est que l'imbrication, la collaboration, la co-construction, le copilotage, tout ce qu'on veut, mais comment on va atteindre les vrais publics cibles? Ne perdons jamais ça, au-delà des bonnes idées, des bonnes pratiques, comment on va réussir à atteindre ces publics cibles? Ça doit être notre objectif. Je vous remercie. Merci. Je vais vous demander de rester sur scène, parce qu'il y aura a priori une photo de famille à la fin de tout ça. Je vais en profiter, je vais appeler sur scène le directeur adjoint de la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, pardon, Monsieur Serge Bergamelli, à nous rejoindre puisqu'ils sont un des acteurs essentiels aussi de la stratégie annoncée. Et je vais rappeler les autres personnes pour monter sur scène pour essayer de gagner un petit peu de temps et faire la photo de famille à l'issue de cela. Merci. Si ceux qui sont montés déjà peuvent monter en même temps, c'est bien. Monsieur Bergamelli, si vous voulez prendre la parole, s'il est là. Allez-y, Monsieur Bergamelli. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Bien, Monsieur le Ministre, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la préfète. Alors, beaucoup de choses ont été dites et je vais mettre mon discours de côté si vous êtes d'accord, sinon je pense que je vais vous accabler. Simplement, me débarrassant du discours, je voudrais remercier mes équipes. Certains d'entre vous les connaissent, Nicolas Turca, Gabriel Leroux et Carole Verdeguer qui travaillent sur ce sujet. Peut-être une pointe de rappel, vous avez dit 10 ans. Moi, il me semble qu'en arrivant ce matin et en prenant le café qui m'a été offert, j'ai vu des acteurs qui ont travaillé sur ces sujets dans les collectivités territoriales depuis le tournant des années 2000-2004. C'est-à-dire que la question de l'inclusion numérique, la question de la fracture numérique, la question des espaces publics numériques a été un sujet de préoccupation majeur pour les collectivités et les associations qui œuvraient au tournant des années 2000-2010. Ça, c'est le premier point. Deuxième sujet, donc je m'exprime aujourd'hui, vous avez hésité, vous avez dit Banque des territoires. La Banque des territoires est de création très récente dans la Caisse des dépôts. Elle fédère les fonctions essentielles que sont l'investissement, le prêt. Mais nous sommes un établissement public, je ne suis pas une banque commerciale. Et cet établissement public, il a une particularité. D'abord, c'est qu'il vient en appui des politiques publiques. Et Monsieur le Ministre, vous m'avez fait l'honneur de parler, mais parce que nous sommes à vos côtés en tant qu'établissement public financier. Et nous sommes à vos côtés parce que nous finançons beaucoup d'études et d'ingénierie et de crédits qui ne sont pas que de l'investissement et du prêt. Et ce sujet du numérique, la Caisse, j'entendais quelqu'un me dire ce matin, est-ce que nous partageons l'humilité? Je lui ai dit, je crois qu'il faut qu'on partage aussi de la constance. Lorsqu'on regarde les équipes de la Caisse des dépôts, bien sûr, on a des chefs de service qui s'occupent d'infrastructures numériques, de la fibre. Et ça depuis le début. Bien sûr, on a des chefs de service qui s'occupent d'investir dans les services numériques. Mais depuis le début, donc depuis plusieurs années, il y a une équipe qui s'appelle chef de service développement des usages, inclusion. Elle a accompagné des espaces publics numériques, elle accompagne les MSAP. La Caisse a toujours cherché un équilibre entre ce sujet des infrastructures, des services et des usages. Le vocabulaire a changé, mais les préoccupations restent les mêmes. Ça, c'est le premier sujet. Donc, cette question centrale, nous allons être à vos côtés pour copiloter, financer l'appel à projets sur les hubs, c'est-à-dire injecter des moyens financiers sur 18 mois pour pouvoir permettre à des acteurs déjà présents, déjà identifiés, qui existent, on ne va pas faire naître quelque chose de rien ou de nulle part, leur apporter des moyens financiers pour mieux structurer, mieux répondre en ingénierie de projet et en ingénierie financière. Donc ça, c'est essentiel et les équipes lanceront à vos côtés, avec l'agence qui est sous votre autorité, avec la mission numérique,
lanceront très prochainement cet appel à projet dans lequel nous injecterons 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est de l'ingénierie, c'est de la subvention. Pouvons-nous appeler un chat un chat? Certains demandaient, est-ce que des moyens vont être engagés? Alors, mes équipes vont me faire un petit signe en disant, attention Serge, si on identifie 10 acteurs, il y aura peut-être 200 000 euros qui partiront dans l'animation et ce sera peut-être 480 000 euros et pas 500 000 euros par acteur. Ça, c'est de la cuisine. Mais en fait, sur 18 mois, nous allons apporter des moyens pour structurer, mieux organiser ou plutôt accompagner l'organisation de ceux et de celles qui manquent de moyens. Donc notre rôle d'établissement financier public, c'est celui-là. On l'a fait sur les maisons de services au public et je pense qu'on va continuer à le faire avec la nouvelle agence, mais en fait avec ce que nous avions fait avec le CEGET, aux côtés d'autres acteurs qui étaient présents comme la Poste. Voilà le rôle de la Banque des Territoires. Je dis bien une banque qui se préoccupe de la cohésion sociale et territoriale. J'ai entendu Madame le maire effectivement dire que la question de l'inclusion ne portait pas que sur le programme Action Cœur de Ville, Ville Moyenne, mais qu'il y avait aussi l'Action Cœur de Quartier, c'est-à-dire toute la politique de la ville. Nous en sommes pleinement convaincus, c'est-à-dire que notre champ territorial n'est pas un champ de lecture, les métropoles d'un côté et tout le reste. Le champ d'intervention territoriale de la Banque des Territoires, c'est apporter des moyens, effectivement, en accompagnement des politiques publiques. Et c'est vrai que c'est un point d'équilibre, Monsieur le ministre, délicat. Nous accompagnons les politiques publiques et votre ministère figure comme un des ceux que nous accompagnons. Nous n'accompagnons pas tous, il y a des départements ministériels qui n'ont pas besoin de la Caisse des dépôts. Mais de l'autre côté, c'est accompagnement des politiques territoriales, des élus et du tissu associatif. Et ce tissu associatif, je le connais, vous me permettrez une boutade, il est tard. Quand on parlait des espaces publics numériques, on avait dit, mais si vraiment on avait envie de faire de l'archéologie, est-ce que nous ne sommes pas dans une forme d'éducation populaire très très ancienne et renouvelée? Cette question centrale qui passe par les associations et les collectivités locales, elle est au cœur de notre volonté et de notre action. Voilà, je vous ai à peu près dit ce que vous voulez. Donc merci à vous tous de rejoindre la salle pour une photo de famille et pour compléter la famille qui est grande, que nous rejoignent sur scène les opérateurs de services publics, ils se reconnaîtront, Pôle emploi, la Poste et la CNAF. Merci. Alors je rappelle pour le public que c'est la première, il y a 3 plénières pendant la plénière, donc ça c'est la première plénière. Il reste 2 autres plénières à suivre et le but c'était quand même de générer une certaine frustration pour qu'à 14h vous ayez envie de contribuer. Donc tenez bon. Ça va? Du coup, nous allons inviter dans ce changement de plateau